Le race to the bottom, ça veut dire qu'il n'y aura plus demain de service public. Si on ne cesse de baisser les impôts toujours plus bas, avec une guerre fiscale entre les États, à un moment donné, il n'y aura plus de recettes fiscales. Et s'il n'y a plus de recettes fiscales, il n'y a plus de moyens de financer les grands services publics comme les hôpitaux, les crèches, les écoles, tout ce qui nous fait vivre et tout ce qui fait vivre notre société. Compte tenu de la tendance récente qui voit le fardeau fiscal se déplacer du capital vers les travailleurs et les consommateurs, il devient très évident que l'intégrité du régime fiscal en soi dépend d'une assiette fiscale corporative robuste. Les trésors publics sont de moins en moins en mesure de faire face aux crises qui menacent le monde. Le concept de la concurrence fiscale, c'est que les pays tentent d'attirer les entreprises sur leur territoire en leur offrant un allègement fiscal. Le problème, c'est que lorsque chaque pays fait cela, les autres réagissent, et cela entraîne une spirale vers le bas. Alors, l'un après l'autre, chaque pays abaisse son taux d'imposition sur les entreprises, ce qui n'avantage bien sûr que ces dernières, puisque les taxes ne font que descendre. Donc chaque pays se fait concurrence en abaissant son taux d'imposition, et on voit très bien où ça mène. Cela ne connaît de fin que lorsqu'on atteint un taux nul, et parfois même en dessous de zéro. En fait, on peut simplement payer les entreprises pour qu'elles s'installent sur notre territoire. Lorsqu'un pays entre dans la concurrence en attirant le capital et les entreprises grâce à un bateau d'imposition, c'est une stratégie très dangereuse pour le pays en question. Parce qu'au final, ce capital ne restera sur le territoire que pour un temps, jusqu'à ce que l'entreprise trouve une meilleure offre. Alors, au cours des 30 dernières années, on a constaté une baisse des taux nominaux d'impôt sur les sociétés. Pourquoi? Parce qu'on a une économie globalisée et on a des pays qui sont restés souverains, mais d'un point de vue local, national. Et en fait, ces souverainetés nationales, elles sont elles-mêmes nominales et elles ne sont pas réelles, parce que la globalisation a fait qu'il y a eu une pression à la baisse sur les taux d'imposition de ce qui est mobile, le capital est mobile. Et donc, on a vu que les taux d'impôt sur les sociétés qui dépassaient 50% il y a plus de 30 ans, aujourd'hui, ont convergé vers les 25%. La moyenne OCDE, c'est 25%, mais on voit que les petits pays sont en réalité entre 10 et 20%, et les plus grands pays entre 20 et 30%. Mais si on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, on a une belle illustration. Ils étaient à 35%, ils sont passés à 21%. Donc on voit qu'on a cette course au moins 10 ans, race to the bottom, comme on dirait en anglais, qui intervient depuis une trentaine d'années. You know, it was last year before this group that I told the tax hikers in Congress that if they wanted to send me a tax increase, well, go ahead, make my day. We should continue the policies of lower taxation, which has brought far extra enterprise, has brought more jobs and a higher standard of living to this country than it has ever known before. Canada's corporate tax rate will become the lowest among the major industrialized economies. This will give businesses in Canada a substantial tax advantage over businesses in the United States. Mr. Speaker, I also want Britain to have the most competitive business tax regime of any major economy in the world.
I have already cut the main core rate of corporation tax from 28% to 24%, and it's set to fall further to 22%. This has helped British companies and frankly left other countries scrambling to keep up. 6 months ago, we unleashed an economic miracle by signing the biggest tax cuts and reforms. I have to add the word reform, very important word, but the tax cuts is what got us there, and that's what's really doing it. The biggest tax cuts in American history. Ireland has a competitive corporation tax rate. It has served us well, and it will not be changing. We today propose to slash the corporate tax rates. C'est une guerre fiscale, elle est injuste et il faut y mettre fin. Every member of my government, every year during the budget preparation process, put at least 10 to 15 proposals in terms of decreasing taxes. They were convinced that taxes were the response to the country's competitiveness. Le problème, c'est que la concurrence fiscale a été élevée au rang de principe de politique fiscale et certains décideurs nationaux ont même donné à la compétitivité préséance sur les principes d'équité et de justice fiscale, ce qui entre directement en contradiction avec les raisons d'être des régimes d'imposition, soit redistribuer la richesse et financer l'État. De mon point de vue, le taux d'imposition idéal, c'est d'appliquer le taux d'imposition le plus bas sur la plus large assiette fiscale possible. Ainsi, les gens ont moins de raisons de tenter l'évitement ou l'évasion fiscale, ou autrement de ne pas déclarer leur revenu imposable. Mais de l'autre côté, en ayant la plus large assiette fiscale possible, il y a aussi moins d'endroits où placer ses revenus de manière à éviter l'imposition. C'est la solution, le plus bas taux sur la plus grande assiette possible. Par exemple, prenons le modèle suédois d'imposition sur les entreprises. On y a effectivement baissé le taux d'imposition tout en élargissant l'assiette fiscale. En réalité, ce que nous avons fait, c'est d'éliminer des failles et des possibilités de déduction. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, nous avons ainsi augmenté nos revenus fiscaux, ce qui a ensuite permis de réduire le taux d'imposition. Ainsi, l'imposition générale des entreprises suédoises n'a pas été réduite malgré qu'elle ait changé. D'autres États européens travaillent d'ailleurs dans le même sens, comme au Danemark par exemple. L'idée, c'est d'éliminer les failles du système pour que les entreprises qui font de la planification fiscale aient moins d'options d'évitement ou d'évasion, tout en soutenant les entreprises qui payent leur juste part, comme elles doivent le faire. C'est l'idée derrière cette réforme fiscale que nous avons faite. Il ne fait aucun doute que le taux d'imposition sur les entreprises a drastiquement chuté depuis les années 80. À l'époque, il était d'environ 50%. De nos jours, dépendamment de la façon de mesurer le taux d'imposition corporatif selon la taille de la population, du PIB du pays et d'autres facteurs de cet ordre, il en est à 23 ou 24%. À mes yeux, il s'agit d'une grande avancée. Nous voulons éviter de punir les investisseurs et les créateurs d'emplois, et c'est ce que font des taux d'imposition élevés sur les entreprises. Lorsque j'en parle avec mes amis de la gauche, je leur fais toujours remarquer que dans les faits, la contribution du revenu de l'imposition sur les entreprises en proportion du PIB n'a pas vraiment diminué. En d'autres mots, il y a eu un effet de courbe de Laffer. En fait, les gouvernements prélèvent une part légèrement plus élevée du revenu auprès des entreprises par rapport au PIB. Seulement, ils le font avec un taux beaucoup plus bas que celui des années 80. Le principe de la courbe de Laffer s'appuie sur le postulat que des pays puissent atteindre de si hauts taux d'imposition qu'ils finissent par être plus avantageux de le réduire, autant pour les revenus que pour les entreprises. Seulement, nous n'avons aucune évidence qui démontre que ce scénario soit possible à l'époque moderne. En fait, les pays ont si drastiquement réduit leur taux d'imposition sur les entreprises qu'il devient plutôt clair qu'il serait nettement avantageux de les augmenter. Une concurrence fiscale, c'est quelque chose de sain, c'est-à-dire qu'il y a 1 ou 2 points ou 3 points d'écart entre les États et du coup, chacun peut attirer des investissements en ayant un taux d'imposition qui est plus faible que son voisin. Ça, c'est de la concurrence qui est saine. Moi, je crois à la concurrence et à la compétition entre les entreprises. Mais là, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans une vraie guerre fiscale, où certains États pratiquent des taux d'imposition qui sont extrêmement faibles,
ce qui favorise l'optimisation fiscale. Et il peut y avoir des écarts de taux de l'ordre de 10, 15 ou 20 points. Parmi nos adversaires, on compte notamment Ken Langone, qui a participé à fonder l'immense entreprise Home Depot. Il payait alors un taux d'imposition de 70%. Et pourtant, il a eu beaucoup de succès au cours de ces années. Cela ne l'a pas empêché de devenir milliardaire. Payer des taxes ne dissuade en rien les gens de faire des affaires. C'est beaucoup mieux d'avoir une part de fortune que rien du tout. Avant, aux États-Unis, les grandes entreprises payaient 30% des impôts et des taxes nationales. Depuis, elles en payent de moins en moins. En 2017, elles n'en payaient plus que 9%. Depuis la réduction d'impôts de 2017, elles payent 6% des impôts et taxes du pays. Les individus payent maintenant plus de 85% du fardeau fiscal, lequel est collecté directement à même leurs charges sociales et leurs impôts. Ce n'est ni juste ni soutenable. Fair and simpler for most Americans, this is a tax code designed to take us into a future of technological invention and economic achievement. One that will keep America competitive and growing into the 21st century. Une partie du problème, c'est que certaines des plus grandes entreprises, les Amazon et les Apple de ce monde, arrivent à prétendre que leurs revenus proviennent d'Irlande, du Liechtenstein ou d'autres pays où elles sont peu imposées. Alors elles payent peu d'impôts aux États-Unis, ainsi que très peu d'impôts ailleurs. Et c'est un spectacle affreusement injuste. C'est entre autres pour cela que les investisseurs et les fondateurs de ces entreprises comptent parmi les personnes les plus riches sur la planète. Et ce que nous disons, c'est qu'il est injuste que certains deviennent extraordinairement riches et puissent s'en sortir sans payer d'impôts ou presque, alors que le reste d'entre nous, nous qui travaillons pour gagner nos vies, voyons notre portion du gâteau diminuer d'année en année. Ce que nous avons appris sur Apple, c'est qu'ils emploient des méthodes très sophistiquées pour éviter de payer des impôts aux États-Unis. Nous avons découvert que sur une période de 4 ans, Apple a acheminé plus de 74 milliards de dollars de revenus aux filiales irlandaises et elle n'a presque pas payé d'impôts sur ces 74 milliards de dollars. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que ce ne sont pas seulement les pays que les entreprises de haute technologie comme Apple arrivent à mettre en compétition. Par exemple, aux États-Unis, elles ont mis différents États en concurrence les uns contre les autres. Le siège social d'Apple est situé à Cupertino, en Californie. Mais ils ont intentionnellement déplacé une de leurs filières à Reno, Nevada. C'est pourtant loin d'être une capitale de la haute technologie, mais le taux d'imposition y est avantageux. Avec ce seul transfert, qui était purement artificiel, ils ont réussi à économiser plus de 3 milliards de dollars d'impôts. Ce sont des taxes qui auraient dû revenir au gouvernement fédéral, aux États et au gouvernement de la Californie. Gardons en tête que le résultat de tout ça, malheureusement, ce sont des coupes budgétaires, des vagues d'austérité et les services publics en souffrent. L'accès à l'éducation et aux soins de santé diminue. Apple est une entreprise hors du commun. On sait combien elle est innovante. Elle produit des objets fabuleux que nous voulons tous obtenir. J'en ai quelques-uns ici même dans mon bureau. Mais ne vous êtes-vous jamais demandé ce qui rendait votre iPhone intelligent, ce qui rend tous ces produits intelligents plutôt que stupides? C'est l'investissement du public. Que serait le iPhone sans Internet, sans le GPS ou sans Siri? Sans le système d'activation vocale ou l'écran tactile? Rien. Ce serait un produit stupide et non intelligent. Toutes ces choses, Internet, le GPS, les écrans tactiles Siri, sont des produits de l'investissement du public. C'est DARPA, cette agence très connue du département de la Défense des États-Unis, qui a financé la création d'Internet. Tout comme c'est la marine américaine qui a financé la création du GPS et ainsi de suite. Alors c'est très important parce que pour arriver à forcer ces grandes entreprises à payer leur juste part d'impôts, nous devons nous assurer d'avoir des arguments solides. Et la raison pour laquelle elles doivent payer, bien sûr, c'est pour le principe de l'égalité. Nous payons tous des impôts et des taxes. Alors pourquoi les entreprises n'en paieraient-elles pas? Et l'argument est d'autant plus convaincant lorsqu'on comprend que les profits que ces entreprises génèrent n'existeraient pas sans cet investissement massif du public. Ça a pris un moment avant que le public ne comprenne ce qui était en train de se passer. Mais quand la population a appris que ces immenses entreprises payaient si peu d'impôts, les gens ont été fâchés. Ils étaient furieux.
Vu en France et qui était très intéressant dans cette crise des Gilets jaunes, c'est que les citoyens n'acceptent pas ça. Ils veulent une contribution juste de tout le monde. Ce sont les acteurs locaux, les personnes physiques, les petites et moyennes entreprises qui ont récupéré une partie de la charge fiscale dont se sont échappés les plus grands groupes. Et donc ça crée un sentiment d'inéquité fiscale et donc un sentiment de rejet de la mondialisation. Et c'est pour ça que l'OCDE a essayé de s'attaquer à ce sujet pour faire en sorte que tous les acteurs puissent payer équitablement ce que chacun devrait finalement acquitter. Now, those of us who believe passionately in the power of open trade, we have to ensure that it lifts both our living standards and our values, never tolerating abusive child labor or a race to the bottom in the environment and worker protection. But others must recognize that open markets and rule-based trade are the best engines we know of for raising living standards, reducing global poverty and environmental destruction, and assuring the free flow of ideas. Ce n'est que très récemment qu'on s'est aperçu que la fiscalité internationale était un des volets de la globalisation qui n'avait pas été traité. On a regardé le volet social de la globalisation, les questions d'emploi, les questions de salaire, les questions de salaire minimum que nous traitons au niveau européen. Tout cela a fait partie des débats sur la mondialisation. Mais il n'y avait pas eu, jusqu'à récemment, un débat sur globalisation et fiscalité internationale. Les pays ne faisaient pas grand-chose pour en venir à des ententes internationales, parce qu'ils voulaient tous garder leur avantage compétitif. Les pays favorisaient leurs propres entreprises. Les règles laissaient le champ libre à cette spirale vers le bas. Aussi bien les chefs d'État que les économistes ont commis une énorme erreur. Ils ont accepté qu'on libéralise les mouvements de capitaux internationaux, que tout le monde puisse aller mettre son argent où il voulait dans n'importe quel pays du monde, sans s'apercevoir que ça ouvrait aussi la possibilité des bases fiscales de se transformer et de se déplacer partout dans le monde. Et donc ils ont commis cette erreur absolument incroyable de ne pas s'accorder au niveau international, de ne pas mettre en œuvre une coordination fiscale internationale pour éviter ce type de comportement. Et je pense que la raison première, elle tient au fait que jusqu'à la fin des années 90, au début des années 2000, les grands États, les économistes pensaient que oui, il y a bien quelques riches, il y a bien quelques grandes entreprises qui tournent les impôts, mais c'est un tout petit problème. Les masses financières en jeu sont très faibles et en fait, ça n'a pas beaucoup d'impact sur les économies. Alors, je ne dirais pas que c'était une erreur de ne pas avoir intégré la fiscalité dans les négociations, parce que si on l'avait intégré plus tôt, il y aurait eu des réactions de rejet. En fait, dans la mondialisation, on s'est occupé de fiscalité. On a essayé d'éviter les frottements fiscaux, de faire en sorte qu'une entreprise ne soit pas imposée deux fois pour le même résultat dans deux pays différents. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'il y aurait des grands cabinets de fiscalité internationale ou des départements fiscaux des entreprises qui utiliseraient ces règles pour réduire l'impôt à zéro et ne plus rien payer. Et c'est ça qu'il faut corriger aujourd'hui. Et ce dont on s'aperçoit à partir de la crise de 2007-2008, c'est qu'en fait, ces stratégies d'évitement fiscal des riches et des entreprises, c'est énorme. Ça concerne des masses financières énormes. Et donc, on a le besoin, quelque part, d'un retour des frontières fiscales. De la même manière dont les pays ont dû s'asseoir et s'entendre sur ce qui est raisonnable ou non en termes de concurrence commerciale, il est maintenant temps de nous entendre sur ce qui est raisonnable en termes de concurrence fiscale. This massive rise in our living standards reflects the extraordinary transformation of the private sector. I give way to the honourable gentleman. There is no doubt that the Prime Minister has in many ways achieved substantial success for the economy. There is one statistic
that I understand is not, however, challengeable. And that is that over her 11 years, the gap between the richest 10% and the poorest 10% in this country has widened substantially. That's right. How can she say at the end of her chapter of British politics that she can justify many people in a constituency such as mine being relatively much poorer off, much less well housed, and much less well provided than it was in 1979? Surely she accepts that is not a record that she or any Prime Minister can be proud of. Mr. Speaker, all levels of income are better off than they were in 1979. But what the honourable member is saying is that he would rather the poor were poorer, provided the rich were less rich. That way you will never create the wealth for better social services as we have. And what a policy! Yes, he would rather have the poor poorer, provided the rich were less rich. That is a liberal policy. Yes, it came out, he didn't intend it to, but he did. Certains de mes amis de gauche semblaient si inquiets, si obsédés par la lutte contre l'inégalité, qu'ils seraient prêts à choisir une économie plus modeste pour réduire l'écart entre les riches et les pauvres. Et je pense que c'est une erreur. L'un des impacts majeurs de la mondialisation et de la concurrence fiscale, c'est que le taux d'inégalité a chuté partout sur la planète. Nous avons vu une grande réduction de la pauvreté mondiale. Et pour ça, nous pouvons entre autres remercier la libéralisation économique, la libéralisation du commerce et la réduction des taux d'imposition. Je veux que moins de gens vivent dans la pauvreté. Mais ça m'est égal que d'autres soient riches. Je sacrifierais volontiers un indicateur de croissance si c'est ce que ça prenait pour réduire l'inégalité entre les strates sociales. Je suis moins intéressé par la course au profit et à la croissance économique que par l'enjeu d'égalité au sein du système capitaliste. Prenons l'exemple du Niger. Depuis ma dernière visite au pays, il y a de cela plusieurs décennies, le Niger a connu un taux de croissance phénoménal. Pourtant, il détient le plus haut taux de pauvreté extrême que tout autre pays au monde. Historiquement, le Niger a toujours eu des ressources abondantes. Mais ces ressources n'ont pas été distribuées parmi la population. Les richesses n'ont pas été partagées entre les communautés et les différentes classes sociales de manière à permettre à tous d'en profiter. Et ce n'est pas que le Niger qui se trouve dans cette situation. De nombreux pays font face au même problème. Nous avons atteint un stade où nous devons maintenant affronter l'impact de la concurrence fiscale sur l'économie mondiale et surtout sur l'économie nationale des pays en voie de développement. Il est urgent de faire cette réflexion compte tenu de l'impact que le phénomène a maintenant sur l'inégalité sociale. La crise de la COVID-19 a bien démontré que le financement de la santé publique et des services publics en général sont des éléments beaucoup plus importants pour le bien-être des citoyens que celui des grandes entreprises. Dans le monde post-pandémie, les besoins financiers seront beaucoup plus importants. Les montants dont auront besoin les pays de partout dans le monde seront d'un ordre de grandeur immense. D'un pays à l'autre, le ratio de la dette versus le PIB continue d'augmenter à une vitesse sans précédent. En conséquence, le besoin d'augmenter le revenu fiscal n'a jamais été aussi clair. I'd like to first start by thanking the numerous doctors, nurses, and first responders all over the world who are working so hard to keep us safe during these difficult times. Now, the world has changed dramatically in the 3 months since our last update of the World Economic Outlook in January. A rare disaster, a coronavirus pandemic, has resulted in a tragically large number of human lives being lost. Now, as countries implement needed containment measures to control the pandemic, the world has been put in a great lockdown.
We are projecting the cumulative loss to global GDP over 2020 and 2021 from the pandemic crisis could be around $9 trillion. 9 000 milliards de dollars, c'est aussi la richesse accumulée par les 2 000 milliardaires sur la Terre. Et on sait souvent que ces grandes fortunes ont été réalisées à même des entreprises comme les entreprises du numérique qui réussissent à échapper à leur fardeau fiscal. Et on sait également, notamment depuis la pandémie, que si par exemple on prend le cas des GAFAM, leurs fondateurs et leurs fondations privées de charité, ensemble, ils ont contribué à la crise de la COVID à seulement 0,01% de leur richesse. Donc, si on prend en considération le fait qu'une poignée de contribuables détient toute cette richesse accumulée et qu'on ne peut pas réellement se fier à leurs contributions volontaires en temps de crise, il devient absolument primordial de s'assurer que nos régimes d'imposition soient réformés pour s'assurer qu'ils vont réussir à aller chercher la juste part auprès de ces contribuables bien nantis. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé à travailler sur les sujets de régulation fiscale de la mondialisation en 2008. Secret bancaire et ensuite entreprise avec BEPS, érosion des bases fiscales, transfert des bénéfices. On met fin aux niches fiscales, on met fin aux paradis fiscaux qui offrent zéro fiscalité sans aucune activité. Mais il fallait aller plus loin. La fiscalité internationale ne traite pas le problème des activités économiques sans présence physique. Or, quand vous regardez l'histoire économique, c'est tout ce qui se développe. Ce qui se développe, c'est des entreprises qui font du profit dans des États sans présence physique. Si vous descendez en bas de mon bureau, vous trouverez plein de petites entreprises, vous trouverez des boulangers, des vendeurs de journaux, des commerçants. Ils payent leur impôt sur les sociétés, sur leurs bénéfices. Mais une grande multinationale qui n'a pas de présence physique en France, elle va faire des grands profits dématérialisés, avec l'activité digitale, l'activité numérique, l'utilisation que vous faites des logiciels sur votre téléphone portable. Mais elle ne paiera pas d'impôts ou beaucoup moins d'impôts que cette PME. Donc, pour faire très simple, plus vous faites de profit, moins vous payez d'impôts. Depuis un bon moment déjà, il y a un débat majeur dans le monde de la fiscalité internationale concernant l'impôt des grandes entreprises internationales et l'endroit où ces impôts doivent être payés. D'un côté, il y a des pays qui pensent que la majorité des impôts devraient être collectés dans les pays où se trouvent les consommateurs. Et de l'autre, il y a ceux qui tiennent à ce qu'elles soient plutôt payées par les pays qui bénéficient de la valeur ajoutée, c'est-à-dire les pays où les produits sont conçus, là où l'innovation se trouve. Tout d'abord, il faut cerner comment la valeur est créée en relation avec les plateformes numériques, mais aussi dans le secteur énergétique, de l'industrie pharmaceutique et pratiquement tous les secteurs et tous les facteurs de croissance économique. Il faut reconnaître qu'il y a des contributions collectives. Je crois que c'est très important, parce que sans tous ces éléments, toute tentative d'élaborer une meilleure politique sera vouée à l'échec, puisqu'elle ne s'appuiera pas sur une compréhension réelle de comment se crée la valeur. Alors, qu'est-ce qui est en train d'émerger? C'est l'idée d'une fiscalité qui serait minimale, aux alentours de 12-13%. On voit que Guilty aux États-Unis, c'est un petit peu plus de 13%. L'Irlande a un taux de 12,5%. Mais ce n'est pas seulement nominal, c'est aussi réel, effectif. Il faut que ce soit un taux effectif minimum d'imposition, de manière à ce qu'on ne puisse pas avoir un nominal à 10% et puis en réalité des exemptions qui feraient que le taux effectif soit nul. Donc, dans les grands pays comme les États-Unis, l'Union européenne ou encore le Japon ou la Chine, lorsqu'on adopte un taux d'impôt minimal, ça fait en sorte que les pays imposent leurs entreprises, peu importe où ces dernières obtiennent leurs revenus. Donc, disons qu'une multinationale américaine fait des profits dans les Bermudes, le taux d'imposition minimale permet aux États-Unis de percevoir de l'impôt sur ce revenu, même si les Bermudes n'ont aucun taux d'imposition ou ne taxent pas eux-mêmes l'entreprise. Et cela, ça change toute la dynamique de la concurrence fiscale, parce que lorsqu'un pays comme les Bermudes verra que le gouvernement des États-Unis perçoit des taxes sur le revenu généré sur son propre territoire, alors il aura peut-être davantage envie d'augmenter son taux d'imposition sur les entreprises, question d'obtenir sa part de recettes aussi. Ça peut mener à une espèce de spirale positive qui permettra de miner cette dynamique de concurrence fiscale en encourageant les pays à augmenter leur taux d'imposition.
Lorsque je pense à la fiscalité numérique, la dernière chose que j'ai envie de voir arriver, c'est une sorte de cartel mondial où tous les gouvernements du monde s'entendent pour s'emparer de la plus grosse part des profits de la révolution numérique. En rapport avec la réforme fiscale internationale qui, dans une certaine mesure, nécessite la collaboration de l'ensemble des pays, il est absolument crucial de s'assurer que les grands enjeux qui touchent les pays en développement, les PME et la classe moyenne soient considérés au même titre qu'on considère les grands enjeux qui touchent les pays développés et les multinationales. Également, en rapport avec cette réforme, il est vraiment important de réaliser et d'accepter que ça existe, la concurrence fiscale au niveau des individus, et que ce sont souvent les individus très nantis qui réussissent à en prendre avantage, et que si on est pour la réformer, cette fiscalité au niveau mondial, il faut s'assurer qu'eux aussi paient leur juste part d'impôts afin de nous donner les moyens de faire face aux crises actuelles et aux possibles crises à venir. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une compétition fiscale sur les entreprises, mais elle existe aussi sur les personnes physiques. Les pays ont toujours essayé d'attirer des contribuables riches, non pas pour les taxer, mais au contraire pour leur offrir des sortes de havres et de paradis fiscaux. Et ce volet-là n'a pas encore été traité par l'OCDE, il n'est pas sur la table, et peut-être qu'il faudrait que les pays y réfléchissent pour éviter qu'on ait des distorsions. Il ne s'agit pas de taxer davantage tout le monde, mais faire en sorte qu'on n'ait pas des distorsions qui viennent d'offres qui sont ciblées, par exemple le forfait en Suisse. Ce qui est intéressant, c'est que même en Suisse, les peuples s'en émeut, et il y a eu plusieurs référendums. Certains ont mis fin à des systèmes forfaitaires qui permettent de taxer les riches en fait sur une base extrêmement faible. Il y a déjà eu une époque, comme dans les années 60, où de nombreux pays avaient un taux marginal d'imposition de 90% pour les super riches. Les Beatles en parlent même dans leur célèbre chanson The Taxman. I'll tell you how it will be, one for you, 19 for me. À l'époque, au Royaume-Uni, le taux marginal d'imposition le plus élevé approchait 95%. J'ai écrit de nombreux articles sur Warren Buffett. Et je crois que Sayers et Zuckman parlent aussi de comment Warren Buffett ne paye pas d'impôts, et ce, en toute légalité. Il devrait y avoir un taux d'imposition minimum dans tous les pays, toutes catégories d'impôts confondues. Et bien sûr, j'inclus l'impôt sur les grandes entreprises là-dedans. Peut-être même qu'il faut un taux marginal d'imposition pour les milliardaires. Une autre bonne mesure. Cette situation dont on entend parler, comme le chauffeur de Buffett qui paye plus d'impôts que lui, ce genre de choses ne devrait pas exister. Beaucoup de gens remarquent que certaines personnes, c'est-à-dire les plus riches, payent moins d'impôts, alors que le taux d'imposition demeure élevé pour la majorité. Oui, je crois que les gens y prêtent plus attention aujourd'hui qu'il y a quelques années. Je crois que certaines idées qui auraient été considérées comme complètement farfelues il y a quelques années, comme celle d'un impôt sur la fortune ou d'un plus haut taux d'imposition pour les milliardaires, font maintenant partie du débat public. Donc cette inégalité dans les revenus, elle provient en fait d'une inégalité dans les actifs. Comment cela se fait-il que certaines personnes puissent s'enrichir chaque minute lorsque le marché boursier va bien et ne pas payer d'impôts, alors que les gens qui, eux, gagnent leurs revenus par leur travail et leur salaire, doivent en payer? C'est un débat entre les économistes. Certains avancent que la concurrence fiscale est bénéfique parce qu'elle empêche les gouvernements de trop augmenter les taxes. C'est une façon de voir les choses. Je ne vois pas comment on pourrait considérer cela autrement que comme une chose fantastique pour les citoyens du pays. Ils peuvent choisir leurs ensembles de politiques et choisir comment le gouvernement peut agir pour les aider alors qu'ils élèvent leurs enfants et qu'ils travaillent. Tant qu'on peut choisir, on choisit ce qui nous avantage le mieux. Et je crois que c'est une magnifique forme de concurrence. Ce n'est pas une course vers le bas, mais bien vers le haut. Si tu trouves un pays où tu es mieux que chez toi, déménage. Il faut comprendre la nature de la mobilité, qui y a accès et avec quelle facilité. Nous savons déjà que de nombreuses multinationales ont déjà compris le principe d'économie d'échelle. Elles ont accès aux technologies, aux experts et aux consultants qui peuvent les aider à facilement se déplacer d'un pays à l'autre lorsqu'elles ne sont pas satisfaites. C'est pour cette raison que les institutions fiscales
prennent les multinationales très au sérieux lorsqu'elles menacent de se relocaliser, puisque c'est un risque bien réel. Mais comparons avec des entités domestiques ou des PME ou avec des micro-entreprises, tiens. Pour elles, le coût de la mobilité est extrêmement élevé, alors la concurrence fiscale ne leur apporte aucun bénéfice, puisqu'elles n'ont pas les ressources pour y participer. L'option de la mobilité n'est pas possible pour eux. Où que nous nous trouvions dans le monde, nous avons tous vécu les impacts de la pandémie. Et nous vivrons tous les impacts des changements climatiques. Pour lutter contre les changements climatiques, il nous faudra absolument faire d'importants investissements. Des investissements verts, comme on les appelle parfois. Les pays les plus développés ont les ressources pour le faire, contrairement aux pays moins riches. Et donc, à moins que nous fassions quelque chose avec la concurrence fiscale, il deviendra vite très difficile pour les pays moins développés de faire les investissements verts dont toute la planète a besoin. Il faut affronter ce problème, et rapidement. C'est comme une autre pandémie. Une fois que le tort a été causé à l'environnement, à notre environnement, alors c'est très, très difficile à réparer, très difficile à changer. L'interdépendance et l'interconnexion des politiques fiscales et environnementales est désormais bien établie. On n'y échappera pas. Rapatrier rapidement l'argent dans les trésors publics pour la protection des populations, c'est devenu vital. Et si nous décidions en tant que communauté internationale qu'il faut affronter les changements climatiques grâce à une taxe carbone, par exemple, qu'est-ce qui empêche un pays d'avoir un taux d'imposition sur le carbone plus bas que les autres pour y attirer les investisseurs étrangers? Ce n'est pas suffisant d'avoir un régime de fiscalité internationale qui prenne en compte les changements climatiques. Il nous faut aussi s'entendre sur des règles communes. Je crois que ce serait quelque chose de très intéressant à discuter, non seulement au sein de l'OCDE, mais aussi au FMI et à la Banque mondiale. Comment pouvons-nous travailler ensemble afin que nos régimes fiscaux, autant à l'échelle nationale qu'internationale, puissent s'intégrer dans la lutte au changement climatique? Je crois qu'il serait très pertinent d'en parler davantage et j'espère vraiment que nous aurons l'occasion de le faire prochainement. Bien sûr, venant du même pays que Greta Thunberg, je crois sincèrement qu'il s'agit d'un enjeu absolument prioritaire dont toute la population mondiale devrait se saisir. J'ai bon espoir que nous progressions vers une entente internationale qui pourra freiner cette course vers le bas, cette concurrence fiscale. Alors on m'a souvent demandé quel est le plan B si vous n'avez pas d'accord. Et ma réponse est, on n'a pas de plan B, on a un plan C pour chaos. Parce qu'en réalité, les pays vont agir unilatéralement, notamment sur les entreprises numériques, parce que c'est ce qui émeut le plus les peuples aujourd'hui. Ils voient ces géants numériques qui gagnent des milliards, qui valent des centaines de milliards, et qui, en réalité, payent très peu d'impôts. Et ils n'en payent pas à l'endroit où il y a les utilisateurs. Et ces pays sont très frustrés. Donc ces pays vont prendre des mesures unilatérales. On l'a vu avec la France. Les États-Unis vont prendre des mesures de rétorsion commerciale. Les pays en retour vont prendre des mesures de rétorsion commerciale. Et vous voyez que vous avez une sorte de guerre commerciale. Ça me fait penser à un livre qui a été écrit il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Les Somnambules. Les Somnambules, ça décrit comment le monde est allé à la guerre de 1914, The Sleepwalkers. On y va et on ne sait pas comment l'éviter. Et bien c'est un peu ce qui se passe en matière fiscale. Et donc il faut qu'on se réveille, il faut qu'on ait un accord pour éviter d'arriver à une guerre. Ça ne sera pas aussi tragique que la Première Guerre mondiale, mais économiquement, ça peut faire du dégât. Je pense que le vrai sujet, c'est que vous avez une coopération au niveau technique qui est parfaite. Aujourd'hui, les responsables techniques de la fiscalité internationale, qu'ils soient américains, allemands, canadiens, britanniques, espagnols, italiens, indiens, chinois, ils sont d'accord sur les grands paramètres de cette nouvelle fiscalité internationale. Parfois un point ou un autre qui mérite d'être détaillé, mais ils sont d'accord. C'est quand on passe au niveau politique, là où se prend la décision, que c'est plus difficile. Et là, ce qui fait la différence, c'est effectivement le leadership et les relations humaines. À un moment donné, il faut que des ministres des Finances s'entendent personnellement très bien pour dire voilà, on va dépasser
nos égoïsmes nationaux pour construire une solution internationale qui sera meilleure pour tout le monde. Et j'espère vraiment qu'à l'issue de tout ceci, nous donnerons un rôle plus important à la politique, que plus de citoyens comprendront l'importance d'aller voter lorsqu'ils en ont la possibilité. Mais il est aussi important de choisir pour quels politiciens on vote. C'est ça qu'il faut retenir. Ça et l'importance d'un solide financement des services publics. Question d'avoir les ressources pour bien réagir lorsque des crises éclatent. Ça s'applique au taux de chômage, mais dans ce cas-ci, ça concerne aussi le système de santé. J'espère vraiment que la dette incroyable qui aura été contractée par les pays pour réagir à la crise, tout l'argent qui a dû être prêté ou donné aux pays pour pallier le manque de financement des systèmes de santé, des programmes d'assistance sociale, etc., j'espère que cela aura au moins prouvé clairement à tous les citoyens que nous devons exiger davantage, exiger mieux. Nous devons exiger des processus de perception des recettes plus justes, qui imposeront les mêmes règles aux individus comme aux petites ou moyennes entreprises et aux multinationales. Il nous faut commencer à réfléchir aux politiques fiscales comme des phénomènes qui nous affectent tous, qui déterminent comment nous pouvons nous projeter dans l'avenir. La pandémie a bien démontré combien nos systèmes, nos politiques et nos entreprises sont fragiles. À partir de maintenant, nous devons prioriser les êtres humains et la lutte contre l'inégalité.